Est-ce que la culpabilité vous joue des tours? Est-ce que ça vous arrive de vous exprimer? Mais malheureusement, ça ne sort pas très bien pour toutes sortes de raisons et après vous regrettez d'avoir parlé à un point tel où bien souvent, vous vous empêchez de dire vraiment ce que vous pensez. Voici 5 clés pour apprendre à s'affirmer sans culpabilité. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous exprimer et que ça ne sorte pas très bien et de le regretter après? Mon nom est Annabelle Boyer, je suis conseillère en développement organisationnel et experte en comportement humain. Et aujourd'hui, je voudrais vous donner 5 clés pour vous permettre de vous affirmer sans culpabilité, avec le plus de sérénité possible. Je vous raconte une anecdote. Quand j'étais au primaire, j'étais une enfant particulièrement timide, ce qui fait que c'était extrêmement difficile pour moi de contre-argumenter. Je détestais quand il y avait des conflits. Et si quelqu'un faisait un commentaire inapproprié, bien souvent, c'était mes sœurs qui prenaient ma défense, même si elles étaient plus jeunes que moi. Et à un moment donné, malgré ma timidité, à un moment donné, on joue à la récréation et on joue au ballon chasseur. Et au ballon chasseur, on a 2 équipes, A et B. Et l'équipe A, évidemment, a des joueurs ici, mais il y en a de l'autre bord de la ligne de l'équipe B. L'équipe B, la majorité sont ici, puis il y en a de l'autre bord de la ligne. Et on a un ballon, évidemment, qui est en jeu. Et quand on attrape le ballon, on est immobile, on doit le lancer sur quelqu'un de l'équipe adverse de l'autre côté de la ligne. Si l'autre personne attrape le ballon, elle est sauve. Si le ballon touche et va au sol, la personne est morte. Ce qui fait qu'après un certain temps, les joueurs s'éliminent graduellement. Sauf qu'habituellement, on s'entend, c'est comme dans n'importe quel jeu, évidemment, il y a des gens qui sont plus habiles, puis il y a des gens qui sont moins habiles. Donc, c'est souvent les mêmes qui gagnent à ce jeu-là, c'est souvent les mêmes qui restent jusqu'à la fin, ce qui fait que les moins habiles ont peu de temps de jeu. Ils se font éliminer rapidement, donc ils se font sortir du jeu, et comme ils n'ont pas beaucoup de temps de jeu, bien, ils n'ont pas beaucoup de possibilités de s'améliorer non plus. Donc, s'ils ne s'améliorent pas, puis les meilleurs, eux, ont plus de temps de jeu et eux, ça s'améliore plus, bien évidemment, l'équité s'agrandit. Et là, pour une raison que j'ignore, cette journée-là, il se passe quelque chose d'un peu particulier, ce qui fait que les plus forts dans ce jeu-là se font éliminer rapidement. Ce qui fait qu'il reste graduellement les joueurs moyens et les joueurs un peu plus faibles. Et à un moment donné, je finis par être éliminée. Mais moi, je regarde les autres. Et il y a un des joueurs éliminés dès le début, qui était très fort en temps normal. Évidemment, vous allez comprendre que je vais taire son nom. Alors, disons qu'il s'appelle Jack. Alors, disons que Jack est éliminé. Et lui, évidemment, d'habitude, il reste jusqu'à la fin. Et là, il ne le prend pas d'avoir été éliminé. Et il n'accepte pas de passer le temps de jeu, dans le fond, à côté du jeu et de ne pas pouvoir jouer. Évidemment que les autres qui sont moins forts, eux autres passent la plupart de leur récré à attendre la prochaine partie. Ça, il s'en fout comme de l'an 40. Lui, ce qui compte, c'est que lui, il ne peut pas jouer et c'est ça qui le dérange. Alors, il décide, lui, que la partie s'arrête, qu'on ne se rend pas jusqu'au bout de la partie et que les gens qui sont encore vivants dans le jeu, bien, tant pis pour eux autres, on recommence la partie. Mais évidemment, on s'entend,
c'est pas normal, c'est pas comme ça que ça devrait se passer. Pour une fois que les gens moins habiles ont l'opportunité de jouer, moi, au contraire, je suis très contente pour eux. Mais évidemment, personne n'ose répondre à Jack parce que Jack intimide tout le monde. Jack n'est pas bien grand, sauf que, évidemment, il a une grande gueule. Et il terrorise les gens. Et lui, ben, quand tu prends une décision, si tu n'es pas d'accord, tu vas recevoir un coup de poing. C'est comme ça que ça marche. Et là, pour une raison que j'ignore totalement, ce jour-là, je décide, moi, que j'en ai assez. Bizarrement, moi, il ne m'a jamais touché. Sauf que ce jour-là, je n'accepte pas son comportement. Ça me pue au nez. Et là, je décide que je lui tiens tête. Et quand il décide qu'il arrache le ballon puis qu'il repart, je lui enlève le ballon et je me mets devant lui puis je dis que ça n'a pas d'allure. Et là, évidemment, il rit de moi. Je sens la colère monter. Et je ne sais pas en fait comment j'ai fait pour rester calme, mais j'y ai dit ma façon de penser. Il l'a su solidement. Et là, pour une fois, j'ai trouvé des arguments. Pour une fois, j'étais extrêmement ferme. Mais c'est sûr que là, la colère est importante. Puis j'en ai jusque-là de son comportement, ce qui fait qu'il y a une certaine colère là, qui s'exprime. Donc, je finis par dire que ça n'a pas de bon sens et je finis assez par le figer et redonner le ballon aux joueurs qui sont en train de jouer et qui voudraient bien, eux, finir la partie, mais eux-mêmes sont terrorisés par le comportement de Jack et ils n'osent pas trop, ils ne savent pas trop quoi faire parce qu'ils ont peur des représailles. Puis moi, je leur passe le ballon et je leur dis de jouer. Go! Et ils finissent la partie, la cloche sonne assez rapidement, on retourne en classe. Puis évidemment, Jack, il n'accepte pas, d'avoir été éliminé. 2, il n'accepte pas qu'une fille lui ait tenu tête. Alors, évidemment, puis il a de la misère à réaliser son propre comportement. Et là, évidemment, il va se plaindre au professeur. Et dans ces années-là, on était dans une petite école primaire où, généralement, 2 années se retrouvent dans la même classe avec le même professeur. Donc, première, deuxième ensemble, troisième, quatrième ensemble, cinquième, sixième ensemble. Cette année-là, on est tellement peu nombreux qu'on est première, deuxième et troisième année ensemble. J'ai donc autour de 8 ans et Jack est 1 an plus jeune que moi, mais il est dans la même classe que moi. Et il va donc voir la professeure et il s'en plaint, ce qui fait que la professeure me fait venir dans un espèce de petit bureau. Et là, elle m'engueule. Et là, elle me dit que c'est très laid, une fille qui hausse le ton, que c'est très laid de voir une fille qui utilise la colère pour s'exprimer, qu'une fille ne devrait jamais se mettre en colère, que franchement, c'est inacceptable et blablabla. Bla, bla, bla. Ce qui la dérange, c'est pas l'injustice liée à Jack qui veut pas que la partie se termine parce que lui a été éliminé. Non, non, ce qui la dérange, c'est qu'une fille se soit mise en colère. C'est ça qui la dérange. Moi, ce qui me dérange à ce moment-là, c'est qu'au moment de la récréation, il y a une surveillante qui est proche, qui entend la conversation et qui n'intervient pas au moment où Jack veut faire recommencer la partie. Non seulement elle n'intervient pas, mais en savoir joindre un professeur qui a aussi entendu la conversation, puis ils s'éloignent toutes les deux. Donc, il y avait 2 adultes qui étaient témoins du comportement intimidateur du jeune homme et qui ne font strictement rien. Non seulement ils font rien, mais ils s'éloignent. Fait qu'évidemment, moi, je les ai vus. Et c'est probablement ça, après coup, aujourd'hui, qui me permet de vous dire que c'est probablement cet élément-là qui m'a fait le plus réagir. Moi, on m'avait toujours appris que s'il y a quelque chose qui ne va pas quand tu es enfant, tu vas le dire à un adulte. Et là, il y a 2 adultes qui sont témoins qui ne font pas ce qu'ils devraient faire. Alors évidemment, ça vient me chercher beaucoup. Et là, un autre adulte me dit que j'avais pas le droit de prendre la défense des autres, puis que j'avais pas le droit d'utiliser ma colère et que j'avais pas le droit d'intervenir de cette façon-là sur le jeune homme. Et là, moi, j'en reviens pas. Et on s'entend, je suis une enfant hyper timide, hyper sage. Mes professeurs trouvaient toujours que j'étais trop sage. Et là, je me souviens encore de cette professeure-là qui me regarde droit dans les yeux, bien sérieuse, avec évidemment le menton relevé, et qui me dit que c'est inacceptable pour une fille de se mettre en colère.
Et moi, j'étais la plus petite de la classe. Et je leur lève la tête et je lui dis, moi, ce que je trouve inacceptable, c'est que des adultes soient témoins d'une injustice et ne fassent rien. Ce que je trouve inacceptable, c'est de voir qu'un jeune homme peut intimider autant de gens et faire autant de mal, et que les gens qui devraient intervenir ne font rien. Si vous faites le choix de ne pas agir, ça vous appartient. Mais moi, je ne suis pas comme ça. Puis je m'en vais. Elle n'était pas contente, la madame. Alors évidemment, elle a voulu en parler à mes parents. Fort heureusement, je suis revenue à la maison avant qu'elle les appelle et moi, j'ai raconté ma version des faits. Ma mère m'a dit qu'évidemment, la colère, ce n'était pas une bonne solution, mais qu'elle comprenait. Mon père, lui, est resté silencieux. Et il a eu un visage très sombre quand j'ai raconté l'histoire et quand le téléphone a sonné, il m'a dit de monter dans ma chambre. Mais la conversation a été assez courte, mais assez ferme avec le professeur. Quelques mois plus tard, en fait quelques semaines plus tard, le jeune homme dont elle avait pris la défense puis qu'elle avait dit que j'avais pas le droit d'y parler comme ça, il est évidemment dans la classe. Puis on est dans une très grande classe là, parce que là, on est trois niveaux ensemble avec le même prof. Et la professeure sort, elle s'en va dans les bureaux de la direction. Et quand elle revient, évidemment, on entend ses pas. Évidemment, c'est des planchers avec de la grosse tuile épaisse, là. Fait qu'on l'entend marcher. Et quand elle s'approche, le jeune homme dont elle a pris la défense va dire haut et fort, devant tout le monde, « Faites attention, la grosse vache s'en vient. » Moi, ça, c'est un vocabulaire qu'on n'avait pas chez nous. C'était quelque chose qui ne se disait pas. Fait qu'évidemment, j'étais très surprise d'une telle affirmation. Et la professeure a entendu les propos. Elle a eu le temps de se rendre jusqu'au cadrage de porte. Et là, quand la phrase a été dite, elle a figé, elle a reviré de bord puis elle a retourné dans le couloir de l'administration. Et là, il y a eu un malaise dans la classe. L'horreur. Évidemment, la petite clique de Jack, eux autres trouvent ça bien drôle puis ils rient entre eux. Il y a un groupe qui fige, puis il y a un groupe extrêmement mal à l'aise qui ne sait pas trop quoi faire. Puis il y en a qui sont un peu plus émotifs. En bref, ça n'a pas été un moment génial. Le professeur a fini par revenir avec les yeux tout rouges, évidemment, il fallait s'y attendre. Et là, je me disais, wow, elle a pris la défense de quelqu'un qui avait un mauvais comportement, puis aujourd'hui, ça se retourne contre elle. Je me souviens de m'être fait cette réflexion-là à l'époque. Puis je me souviens de m'être dit aussi, quel milieu pourri. Y a-t-il moyen d'avoir un milieu un peu plus sain que ça? Et là, moi, je me suis dit, la seule chose sur laquelle j'ai de la maîtrise, c'est sur mes résultats scolaires, mon attitude, mon comportement. Je ne peux pas changer le comportement de Jack. Je ne peux pas changer le comportement de ses acolytes. Puis je ne peux pas changer le comportement du professeur. Un professeur qui, on s'entend, était blasé. Un professeur qui, à ce moment-là, a plus d'enthousiasme, a plus de motivation et a plus de courage non plus. Quelques mois plus tard, la commission scolaire a procédé au congédiement du directeur et a embauché un nouveau directeur. Et le nouveau directeur, c'était mon père. Mon père a fait le choix d'appliquer sur ce poste-là pour aller faire du ménage. Il s'est occupé de 3 écoles primaires, dont cette école-là. Plusieurs années plus tard, j'ai appris que l'ancien directeur avait un comportement inacceptable avec les employés et que c'est pour ça que la commission scolaire a décidé à un moment donné de faire un certain ménage. Mais j'ai retenu de cette histoire-là que, oui, il y a moyen de s'affirmer et que même si justice n'est pas rendue tout de suite sur le coup, elle va mettre un temps, mais elle va finir par arriver. Les 5 clés pour s'affirmer sans culpabilité dont je vous parlais au début sont les suivantes. La première, celle que j'ai le plus travaillée probablement dans ma vie, c'est la gestion des émotions. Parce que s'il y a une chose que j'ai compris à travers le temps, c'est que quand on s'exprime et qu'on laisse notre émotion nous envahir de façon trop importante, ça va sortir par de la colère, ça peut sortir par des larmes, ça peut sortir par de l'anxiété.
une chose est certaine, c'est que ça va sortir d'une façon qui est inappropriée et on va le regretter par la suite. Et quand l'émotion est trop envahissante, ça nous fait perdre nos moyens. On a de la misère à trouver des arguments qui sont convaincants. On a de la misère à entendre correctement ce que l'autre personne nous dit. Et souvent, soit qu'on va devenir contrôlant sur l'autre personne ou au contraire, on va se laisser dominer par l'autre personne. Et dans les deux cas, c'est extrêmement négatif. Donc, l'élément clé de toute affirmation avec sérénité, c'est définitivement d'apprendre à gérer son émotion. Et souvent, on gère notre émotion après la discussion. Après la discussion, là, on se dit qu'il faut prendre le temps de respirer, de se calmer. Mais avant la discussion, souvent, au contraire, on va utiliser notre colère pour trouver le courage de s'affirmer. Donc, on ne sait pas comment transformer cette émotion-là et on ne sait pas comment apaiser l'émotion négative. On a peur que si on écrase l'émotion négative, qu'on n'osera plus dire ce qu'on pense par la suite. Et en fait, on n'a pas à écraser une émotion ni à l'utiliser de façon inappropriée. Ce qu'on a à faire, c'est à se recentrer sur des émotions plus positives. Parce qu'évidemment, nos émotions négatives, ce qui est plus néfaste avec, c'est que quand elles sont très envahissantes et qu'on ne prend pas le temps de les adresser, qu'on ne prend pas le temps de regarder le message que nos émotions sont en train de nous lancer, ce que ça fait, c'est que ça alimente nos ruminations, les pensées négatives qu'on a puis qui tournent en boucle. Et souvent, ces ruminations-là sont sur les mêmes éléments. Et comme les ruminations tournent en boucle, elles s'amplifient, elles grossissent. Et l'émotion devient à ce moment-là encore plus envahissante. Et on a besoin de régler les choses là, tout de suite, maintenant. Alors que quand on apprend à se réancrer, à se recentrer et à calmer l'émotion, à être en mesure vraiment d'adresser en nous ce qu'on a à adresser et à écouter notre émotion pour comprendre la blessure qui s'est déclenchée en nous, à ce moment-là, on est en mesure d'avoir une conversation qui est plus sereine. La deuxième chose, c'est que, évidemment, avec l'émotion, arrivent souvent des stratégies de communication qui sont moins appropriées. Des fois, on a des phrases du genre « ben, si tu m'aimes vraiment, tu... » Moi, je pensais que tu me comprenais. Ça, des phrases comme ça, c'est des phrases qui vont tuer totalement la communication, qui vont tuer la relation. C'est du chantage affectif. Alors évidemment, si on a des phrases qui sont teintées de chantage affectif, de menaces, de mensonges, à ce moment-là, on ne peut pas demander à l'autre personne d'être plus mature que ce que l'on a été soi-même. Pour avoir une conversation qui va être saine, qui va être sereine et qui ne nous fera pas sentir coupables par la suite, bien évidemment, il faut choisir des stratégies de communication qui sont basées sur la confiance, qui sont basées sur le respect de soi et de l'autre. Alors évidemment, des phrases du genre « si tu m'aimais vraiment, tu ferais telle affaire »,« moi je pensais que tu m'aimais », ça c'est des phrases qu'il faut absolument bannir. L'autre chose, c'est que c'est important d'avoir une conversation dont l'intention, c'est de comprendre l'autre personne ou de se libérer de la charge émotionnelle. Si l'objectif, ce n'est pas de comprendre, mais bien de faire comprendre à l'autre, c'est une prise de contrôle. Si l'objectif, ce n'est pas de se libérer soit d'une charge émotionnelle, mais plutôt d'accuser l'autre ou de transférer à l'autre notre charge émotionnelle, c'est une prise de contrôle. Et à ce moment-là, il y a des chances après que votre inconscient vous dise que ce comportement-là était totalement inacceptable. Et si votre inconscient est bien entraîné, ce qu'il va faire, c'est que quand vous allez adopter des comportements de chantage, de menaces, de mensonges, ou quand vous allez essayer de faire une prise de contrôle, que vous ne voulez pas vraiment, mais c'est quand même ce qui se passe, quand votre inconscient va voir ce comportement-là, bizarrement, ce qu'il va essayer de faire, c'est de l'amplifier. Tant qu'à faire du chantage, on va en faire un gros. Tant qu'à essayer de contrôler l'autre, on va amplifier le comportement de contrôle.
Et là, vous allez avoir, par exemple, un comportement beaucoup plus jaloux ou vous allez vous mettre à dire vos 4 vérités à l'autre personne. Donc, vous allez à ce moment-là vomir votre émotion dans le visage, au visage de l'autre personne parce que votre inconscient va à ce moment-là se mettre sur cette voie-là. Tant qu'à mentir, autant mentir plus loin. Tant qu'à faire du chantage affectif, autant faire du chantage affectif plus loin. C'est comme s'il se donnait une autorisation. C'est comme s'il se déchargeait du négatif. C'est comme si ce négatif-là s'auto-alimentait et devenait encore plus gros. Ce qui fait que par la suite, le sentiment de culpabilité devient énorme. Parce qu'on se dit à ce moment-là qu'on est aussi pire que l'autre personne, qu'on n'est pas mieux que l'autre, que franchement, on fait dur. Et là, on se tape sur la tête, puis on se tape sur la tête, puis on se tape sur la tête. Et là, bien évidemment, après ça, on n'a plus envie d'avoir de conversation avec notre interlocuteur parce qu'on se dit que de toute façon, on n'est pas capable et logiquement, quand on a un comportement où on a plus d'émotions négatives, où on a une charge émotionnelle qu'on transfère sur l'autre personne, bien évidemment, l'autre personne réagit à ce transfert-là. Là. Et comme elle réagit, bien, elle va essayer de vous transférer sa propre émotion. Et là, ça se peut que l'autre personne soit culpabilisante, soit attaquante, soit dénigrante. Et vous vous sentirez vraiment pas mieux à ce moment-là. Parce que, évidemment, ni l'un ni l'autre, vous avez pris votre responsabilité de votre charge émotionnelle. Donc, évidemment, plus vous allez apprendre à vous responsabiliser dans votre charge émotionnelle, à gérer votre charge émotionnelle sans essayer de la transférer sur l'autre personne, sans envahir l'autre personne, sans essayer de contrôler l'autre personne, mais vraiment d'être responsable de votre émotion, plus à ce moment-là, l'autre personne va aussi essayer d'être responsable de son émotion. Mais surtout, si vous êtes en mesure de mieux gérer votre émotion, au lieu de la vomir au visage de l'autre, vous allez tracer une voie. Vous allez créer un modèle. Vous allez indiquer à l'autre personne, dans son inconscient, comment vous souhaitez que la conversation se passe. Puis l'autre personne, ça se peut qu'elle soit surprise de votre maturité. Ça se peut qu'elle ne s'attende pas à ça, puis ça se peut qu'elle ait de la difficulté à s'adapter. C'est correct, ça prend un certain temps. La 4e clé, c'est le faire confiance à la vie. Souvent, on voudrait donc régler les choses là, tout de suite, maintenant. On voudrait avoir la conversation puis que ça soit fini après. Mais en fait, ce qu'on veut, là, c'est, encore une fois, se débarrasser de la charge émotionnelle, mais pas de la bonne façon. L'univers est particulier. Le fait de vouloir régler les choses tout de suite, ici, maintenant, l'univers ne fonctionne pas comme ça. L'univers a besoin de temps. Ça ne fonctionne pas par la spontanéité. L'univers va récompenser la détermination et la persévérance dans le temps. Et l'univers va récompenser la maturité dans le temps. Et donc, plus vous allez accepter que ça se peut que ça ne se règle pas maintenant, plus vous allez accepter que votre objectif, c'est de semer des graines de sérénité dans l'esprit de l'autre personne, plus à ce moment-là, vous avez des chances que ça fonctionne. Mais il faut faire confiance en la vie. Généralement, ça peut prendre du temps, là. On ne sait pas combien de temps ça va prendre. Mais généralement, quand quelqu'un a un comportement inacceptable, il va finir par se présenter une opportunité qui va vous permettre soit de vous libérer du poids du souvenir, soit de stopper le comportement inacceptable de l'autre personne. Il va arriver quelque chose. Et là, évidemment, vous aurez une occasion à saisir, un courage qui devra se manifester. Mais l'idée, c'est de faire confiance en la vie. Et la 6e clé, c'est de maîtriser ce que vous pouvez réellement maîtriser. Vous ne pouvez pas forcer l'autre personne à adopter votre point de vue. Vous ne pouvez pas obliger l'autre à comprendre ce que vous essayez de lui expliquer. Puis vous ne pouvez pas non plus forcer l'autre personne à admettre ses fautes. Ce que vous avez à faire, c'est à maîtriser ce que vous pouvez maîtriser. Maîtriser vos émotions, maîtriser votre attention, maîtriser votre concentration, maîtriser votre état d'esprit. Ça, vous avez du pouvoir là-dessus. Et sur le moyen et le long terme, à ce moment-là, vous allez être gagnant. Mais si votre objectif, c'est de gagner ici tout de suite maintenant,
bien évidemment, à ce moment-là, c'est une tentative de prise de contrôle. L'objectif, c'est vraiment de maîtriser ce que vous pouvez maîtriser. Dans le cas de la professeure qui était totalement désabusée, je savais que la seule chose que je pouvais maîtriser à partir du moment où j'ai compris que ce n'était pas une alliée, j'ai maîtrisé évidemment mes résultats scolaires. J'ai maîtrisé mon attitude en classe. J'ai maîtrisé mon comportement. Je n'ai pas prêté flanc à rien. Puis on s'entend, cette prof-là, je l'ai eue 3 ans. Donc, j'ai maîtrisé tout ce que je pouvais maîtriser pour qu'elle ne puisse pas m'atteindre. Mais je ne suis pas partie avec l'idée que c'était une cruche, une idiote, une ci ou une ça. Mais je suis partie avec l'idée qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais que parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, j'étais mieux de me protéger. Et j'ai su beaucoup plus tard qu'en effet, il y avait quelque chose qui n'allait pas, puis qu'elle n'était pas dans un état psychologique super sain. À l'époque, du haut de mes 8 ans, je ne pouvais pas le savoir, évidemment. Mais la vie, après, m'a montré à travers le temps que même les situations les plus difficiles vont finir par se résorber si on a une bonne attitude. Mais évidemment, si on est dans... Si on a de la difficulté à pardonner, et pardonner, là, ça ne veut pas dire qu'on accepte le comportement de l'autre. C'est pas ça du tout, pardonner. Pardonner, c'est se libérer de la charge émotionnelle. C'est ça que ça veut dire. Donc, quand on a de la difficulté à pardonner, quand on s'accroche à nos émotions négatives et qu'on les ressasse beaucoup, bien, la vie va nous en envoyer d'autres, des sensations et des émotions et des situations négatives. Parce que comme c'est à ça qu'on est accroché, bien, ce qu'on sème, c'est ça. Fait que l'univers va nous donner ce sur quoi notre attention est concentrée. Donc, plus vous allez libérer votre esprit, gérer vos émotions, maîtriser ce que vous pouvez maîtriser, faire confiance à la vie, avoir vraiment des paroles impeccables, comme on dit dans les 5 accords Toltec, plus à ce moment-là, vous avez des chances d'avoir des conversations qui vont être plus saines, plus sereines, puis évidemment, qui vont être complètement sans culpabilité pour que vous soyez à l'aise avec votre façon de vous exprimer. Donc, sur ça, si vous pensez que la capsule peut être utile à quelqu'un, évidemment, je vous invite à la partager. Et juste sous la vidéo, vous avez un lien qui vous permet d'avoir un e-book gratuit sur des éléments du langage corporel et des éléments sur comment faire en sorte d'éloigner les relations toxiques. Et je vous envoie aussi 3 capsules vidéo qui sont en lien avec le langage corporel en général, le langage corporel des manipulateurs et le langage corporel qui peut influencer votre réussite. Sur ce, on se retrouve bientôt pour une prochaine capsule. Au revoir.